Lila est une intuitive médicale, une guérisseuse du ciel. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette femme exceptionnelle. Lila cumule les compétences naturopathe, sophrologue généraliste, conférencière, magnétiseuse et énergéticienne. Elle utilise en canalisation plusieurs méthodes pour identifier les symptômes et rétablir le courant vital après avoir ressenti le blocage, les blessures, les maux. Ces canalisations lui permettent de transmettre des messages de guide venant de la lumière du plan divin. Elle se consacre à son travail spirituel et à l'enseignement des principes menant l'humanité vers l'ascension personnelle et planétaire. Son travail ne reflète aucune croyance religieuse, car, dit-elle, la compassion, l'amour et la lumière ne sont d'aucune religion. Ils rayonnent universellement. On ne peut voir le son d'un tambour, on l'entend. On ne peut voir le bien-être, mais on le ressent. Les premiers signes dont mes souvenirs, en fait, puisque ça remonte de très loin, c'est depuis mes 5-6 ans, en allant en vacances dans mon pays natal, au Maroc, ou en promenade avec ma mère dans des champs ou dans des lieux un peu mystiques au Maroc, je cueillais des fleurs, des plantes qui pour moi n'étaient ni médicinales, ni à portée guérisseuse ou autre, qui pour moi m'appelaient tranquillement, doucement. Et le soir arrivé où je préparais des décoctions avec les tisanes et qui, comme par miracle, soulageaient un maux de ventre, soulageaient une migraine, soulageaient des choses. En fait, tout au long de mon enfance, de ces 5 ans où j'ai commencé à découvrir ces fameuses plantes, à partir de là, j'avais une prédisposition à ressentir les choses, à les voir, à les comprendre, tout simplement ne serait-ce que par rapport à ma famille, puisque les premières personnes qui ont eu droit à mes soins, qui ont eu droit aux soins curatifs et autres que je pouvais leur prodiguer, c'est mes sœurs et mes frères, ma famille proche. Je constatais que mes sœurs n'étaient pas bien, ou elles avaient des douleurs ou autres. J'imposais simplement mes mains et elles allaient mieux. Ou tout simplement, tout bêtement, que je leur racontais leur journée, celle qui allait arriver, celle qui n'était pas encore arrivée. Et que pour moi, c'était tout à fait naturel. J'ai baigné dans des atmosphères de médium. Ma mère et elle aussi, elle a des dons de médiumité. Mon père a également des dons de médiumité et de guérisseur. Mon père retirait certains maux par un couteau, par une décoction de henné. Ma mère, par imposition de ses mains sur des voisines ou autres, guérissait des personnes ou les aidait à enfanter, à avoir des enfants. J'ai grandi dedans et naturellement, comme on apprend un enfant à marcher ou comme on apprend un enfant à parler, naturellement j'ai fait les choses par instinct, par intuition, je savais ce qu'il fallait dire, je savais ce que les personnes ressentaient. J'avais cette chance d'être guidée par plusieurs personnes, on va dire, par plusieurs énergies qui m'ont permis de soigner, de guérir, de comprendre les personnes tout au long de mon enfance. Par rapport aux guérisons, ça n'a pas été flagrant dans mon enfance, en fait, à part pour mes proches. Je n'osais pas toucher les gens, ou on n'ose pas trop toucher les gens. On n'a pas de tabou à la maison. On peut très bien parler de guérison, de soins, de pouvoir retirer un eczéma à une cousine ou à un voisin proche, à des amis proches. Mais c'est très délicat de toucher quelqu'un à l'extérieur en lui disant où tu as mal, ne t'inquiète pas, ma main va te faire du bien. Ce n'est pas possible. Les gens ont une approche de la guérison très rude, surtout pendant mon enfance. C'était pas du tout les mêmes énergies qu'aujourd'hui, c'était pas du tout les mêmes mentalités, et les personnes étaient réfractaires à ça. Donc c'était plus la médiumité, Lila, la fille qui voit, qui dit, qui ressent et qui se trompe pas. Mais c'était pas encore la guérison. La guérison, c'était un petit peu plus tard,
vers mes 18-19 ans, où là, je me suis dit non, je ne pouvais pas, peu importe ce que les gens pouvaient penser, l'essentiel, à mes yeux, c'était leur guérison, c'était leur bien-être, qu'ils soient soulagés, qu'ils soient en meilleure santé, en meilleure disposition. Et déjà à cette époque, quand on se rencontrait, quand elle nous invitait à la maison, quand on avait un dîner, notamment chez elle, c'était tout de suite l'ambiance bougie, encens. C'était une discussion qui portait quand même beaucoup sur tout ce qui était, comment expliquer ça, un petit peu nettoyer l'esprit. Il y avait aussi le contact, le toucher, donc tout était lié, et c'est vrai qu'on était tout de suite mis dans l'ambiance de la détente, du bien-être, et on avait vraiment beaucoup de plaisir à partager ces moments quand on venait, et on était content de venir pour ça, même si après c'était la fête qui était enfin, on dînait ensemble, on faisait la fête, mais c'est vrai qu'on était vraiment baignés dans une ambiance de détente, de sérénité, et moi je mordais complètement dedans, et ça me faisait beaucoup de bien. Déjà à l'époque, elle faisait des soins directement, puisqu'elle savait tout de suite quand j'avais quelque chose qui n'allait pas, et donc par le toucher, elle savait me remettre en place certaines choses qui n'allaient pas, ou tout de suite me mettre à l'aise en me détendant, en faisant des gestes qui m'apaisaient. À partir de là, à partir de 18-19 ans, donc j'ai pu réellement aider les personnes en les soulageant, puisque les énergies n'étaient plus les mêmes. Ces énergies du passé, où j'étais très jeune, où j'étais en train de tout simplement apprendre la vie, apprendre les choses, avec comme professeur ma mère, avec comme professeur des guides qui ne sont pas visibles, on va dire. J'ai été en parallèle de mon éducation d'école, on va dire, de mon éducation même ne serait-ce que familiale, j'ai eu une éducation à côté parallèle, qui n'est pas du tout conventionnelle en fait, hein, qui ne représente pas des choses terrestres dans ces dimensions-là. Ces énergies, elles étaient différentes dans la mesure où, quand j'étais jeune, je ne ressentais pas autant de facilité à voir les choses, à les exprimer, à cibler, à scanner les personnes dans leur corps, dans tout leur corps, à pouvoir les détecter les mots, le mal qui les dérangeait, et qu'à l'heure actuelle, par exemple, les énergies sont tellement beaucoup plus fortes, plus constantes et plus régulières, et qu'elles correspondent réellement quelque part aussi aux mentalités des gens, puisque les gens sont prêts également, ils ont fait un chemin, on a fait tous un chemin, on est plus prêts à travailler avec des choses beaucoup plus subtiles, des choses qui sont énergétiques, des ondes, des fréquences. Et ces fréquences, elles sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses quand on est dedans à 100%. C'est pour cela que j'ai arrêté de travailler. Je travaillais dans une entreprise que je ne vais pas citer. Et dès lors, je me disais, je soignais mes collègues, je soignais les personnes le soir arrivées à la maison. On m'appelait en me disant « Ah, j'ai un eczéma, j'ai mal à la tête, j'ai un bobo, ma fille a des colites, j'ai perdu mes cheveux. » Donc, en sortant du travail, j'essayais d'aider au maximum les personnes. Je faisais du bénévolat dans certains hôpitaux pour aider à ma manière. À un moment donné, il n'était plus possible pour moi de lier et mon travail de guérisseuse, d'aide à la personne, et mon travail de tous les jours. Je ne pouvais plus lier les deux, pas en termes de travail, mais en termes d'énergie. Les énergies n'étaient plus les mêmes. Les énergies que j'employais au travail de bureau, on va dire, tous les jours, n'étaient pas suffisantes. Elles ne me remplissaient pas, elles ne me comblaient pas. J'avais l'impression que je ne servais à rien. Et que ma mission, elle commençait à 19h. Ma vraie mission, mon vrai rôle, commençait réellement à 19h, quand je commençais à imposer mes mains sur les personnes, ou quand je commençais à guider les personnes et à les mener sur leur chemin. Ces énergies, elles étaient beaucoup plus belles, beaucoup plus douces quand j'étais en train de travailler en tant que guérisseuse. En juillet 2007, j'ai fait une randonnée et je me suis retrouvée avec une double tendinite au tendon d'Achille.
Début août, je ne pouvais plus marcher. Donc je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a fait traîner pendant 1 semaine et pour m'entendre dire qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi. Je lui ai dit, c'est très bien, vous ne pouvez plus rien faire pour moi, mais moi, en attendant, je ne peux plus marcher. Qu'est-ce que je fais? Donc il m'a envoyé voir un rhumatologue qui, lui, m'a donné des séances de kinésithérapie. Donc j'ai eu à peu près 30 séances au total. Et le kiné m'a dit, écoutez, moi je ne peux plus rien faire pour vous. Je dis, décidément, il va bien falloir quand même que je me sorte de cette situation, parce que j'avais vraiment du mal à marcher. Et donc je lui dis, mais qu'est-ce que vous me conseillez? Alors il me dit, il y a 2 solutions. Vous allez voir un acupuncteur, ou sinon je connais une naturopathe. Alors ma question a été de dire, lequel sera le plus efficace? Il dit, moi je vous conseille la naturopathe que je connais bien et où j'ai envoyé déjà plusieurs personnes qui sont satisfaites. Donc j'ai dit ok. Nadine Ulrich est venue me voir par la recommandation de son kinésithérapeute, Benoît Oscoubès, qui n'arrivait pas à traiter son problème de ligament. Cette personne qui ne pouvait plus marcher correctement, qui était en douleur constante par ses ligaments, qui la tiraillait, qui lui, excusez-moi l'expression, qui lui rendait ses journées, ses nuits horribles avec cette douleur. Donc mon premier rendez-vous a eu lieu en mai, si je ne me trompe pas. Et donc première séance avec Lina, donc elle a travaillé sur mes tendons. Elle m'a remis quand même au niveau de mes ondes positives, elle m'a remis un petit peu d'aplomb. Et effectivement, lorsque je suis sortie de ma première séance, et ça jusqu'à la séance suivante, j'avais une nette amélioration au niveau de ma douleur déjà, et de ma façon de marcher, puisque j'arrivais déjà à mieux marcher. Au bout de la première séance, elle était repartie en articulant les pieds, en étant mieux, en étant plus en harmonie avec ses ligaments, ses pieds, ses muscles, son corps. Parce qu'en fait, pour chaque patiente, j'essaie de réguler tout. Et d'ailleurs, cette femme était en ménopause, elle ne voulait pas prendre de produits hormonaux, elle a eu l'occasion de ne pas en prendre, on lui a régulé ses hormones. Donc du coup, elle a eu une perte de poids, elle a eu ses ligaments de restaurer sans opération et sans séance de kinésithérapie. J'ai profité effectivement de ce résultat positif qui pour moi était quand même quelque chose de, pas vraiment de... C'était quelque chose de connu déjà, puisque j'avais eu affaire à des gens qui travaillaient par magnétisme et ainsi de suite. Donc je savais quand même que j'obtiendrais un résultat par rapport à une médecine normale. Et donc comme je suis aussi dans cette phase de ménopause, pré-ménopause, j'ai demandé à Lila qu'elle travaille aussi sur tout ce qui était mes bouffées de chaleur, où j'avais des chutes de tension quand même assez importantes. Et en fait, depuis que Lila a fait ce travail-là, je n'ai plus de bouffées de chaleur. Je n'ai plus ces chutes de tension que j'avais auparavant. Et tous les mois, j'aime bien mon petit rendez-vous chez Lila parce que j'en ressors, mais complètement, enfin on va dire, métamorphosée, c'est peut-être un grand terme, mais en même temps, je crois qu'avec Lila, c'est un peu ce qu'on peut dire, quoi. Pour mes tendons, alors, c'est régulièrement, elle retravaille dessus, parce qu'effectivement, régulièrement, je fais aussi des randonnées, et en même temps, ça permet de maintenir au niveau de mes ligaments. Et donc, en fait, après donc, cette première séance que j'ai eue auprès de Lila, j'ai fait une deuxième séance en juin et juste une avant de partir en vacances en juillet, puisque là, je m'apprêtais à partir dans le Cantal pour faire des randonnées, puisque mes tendons allaient bien. Et donc, sur 7 jours dans le Cantal, j'ai fait 7 jours de randonnée avec une moyenne de 10 km par jour et sur des dénivelés de 500 à 700 mètres.
Donc, et je ne me suis pas plainte de mes tendons. Tout s'est bien passé. Et cette année, je repars encore en randonnée. Et donc, Lila, évidemment, continue à travailler un petit peu sur mes tendons, mais ça va très très bien. Donc, je marche, je fais ce que je veux sans souci. Et c'est vrai que je ne suis pas prête de retourner voir un généraliste pour ce genre de choses. Maintenant, je vais voir un généraliste uniquement quand j'ai besoin effectivement de justifier d'un arrêt quand même auprès de mon employeur, mais tout ce que je peux faire soigner par Lila, je le fais soigner. C'est maintenant, je veux dire, je passe que par Lila. Donc, Lila, c'est Lila, c'est Lila. Que dire de Lila, si ce n'est que quelque part, c'est vrai qu'elle, c'est, enfin, pour une personne qui la connaît maintenant, c'est la lumière de vie, quoi, quelque part. C'est quelque chose qui vous relance dans la positivité et qui, par là même, de toute façon, on a l'impression que chaque fois que vous avez quelque chose qui ne va pas, que vous ne sentez pas bien et tout, ben Lila, elle est là quelque part, elle est présente pour dire « Attends, je suis là, je vais voir ce que je peux faire ». En quelque sorte, c'est ça, quoi. Et quand on y va, enfin moi j'y vais une fois par mois, je sais, régulièrement. Et voilà, pour l'instant, je ne suis pas prête de me passer de ces séances. Le monde dans lequel je travaille, les énergies dans lesquelles je travaille, ce sont des énergies invisibles et visibles, les deux. Il n'y a pas que le côté invisible, que le côté spirituel. Comment ça se passe? Comment une guérisseuse peut guérir? Tout simplement, je scanne la personne qui vient me voir. Je suis là avec elle, je me connecte, je rentre en elle. Et à ce moment-là, plusieurs personnes viennent me voir. Des êtres de lumière, des entités, on peut appeler ça comme on veut. Dans les personnes qui sont autour de moi, il y a des médecins, il y a des prêtres, il y a des curés, il y a des rabbins, il y a des imams, des gens qui ne sont plus de ce monde, des gens qui font partie de l'au-delà, qui font partie de d'autres dimensions, qui ne sont pas dans ce monde-là, mais qui sont dans un monde parallèle. Ce monde parallèle que j'utilise consciemment pour aider les personnes qui viennent me voir. Le contact avec le monde invisible, j'ai un peu oublié comment il se faisait. C'est depuis mon plus jeune âge que j'ai ce contact-là. Le contact avec eux se fait par voix. J'entends des voix, j'ai des images, j'ai des ressentis, j'ai une discussion avec eux. C'est des personnes qui me parlent directement. C'est pas des flashs. C'est quelque chose de très précis, très clair. Les personnes se montrent à moi, généralement. Je les vois comme je vous vois, je les vois comme je vois tout le monde. Leurs messages sont clairs, sont audibles. Ils peuvent me montrer un message par l'intermédiaire d'un livre également, par l'intermédiaire d'un son, par l'intermédiaire d'une couleur. Quand j'impose mes mains et que je sens qu'il manque quelque chose, je demande qui est là et s'il veut bien m'aider et qu'est-ce que je dois faire. Et tout simplement, il me dit de prendre, ça peut être une huile essentielle, ça peut être une pierre, ça peut être juste une apposition de main, ça peut être un mot que pour moi, par exemple, ne va absolument rien signifier et que pour la personne qui est allongée sur ma table, va déclencher tout le système d'auto-guérison. Je me connecte à ces énergies, à leurs énergies, à l'énergie de la personne, à son âme, afin de pouvoir, par leur intermédiaire, pouvoir imposer mes mains comme ils me le disent, comme je le ressens, comme ils le ressentent. Tout simplement, quand une personne vient, elle ne sait elle-même pas où elle a mal. Elle ne sait elle-même plus pourquoi elle a eu mal. Elle ne sait plus. Tout simplement, elle a oublié. On oublie nos mots, d'où ils viennent. Quand je me connecte à cette personne, quand je crée un lien avec elle direct, je me mets en liaison avec ses guides à elle, pas qu'avec les miens. Et c'est eux qui me racontent son histoire. Lors de soins, la première chose que je fais, c'est regarder la personne, la scanner,
la scanner, pas physiquement, mais scanner son âme, scanner tous ses corps physiques, afin de voir où est le problème. Le problème, je le ressens dans un premier temps comme si qu'il était sur moi, en fait. Je me connecte à elle, il y a ce lien qui nous relie toutes les deux, cette personne et moi, qui fait que je ressens, sans la douleur, on va dire, mais je sens si c'est sur le foie, si c'est sur le cœur, si c'est un problème osseux, si c'est un problème des lymphes, quel qu'il soit le problème. Comme une personne qui peut venir et je vais juste la scanner. Donc quand je dis scanner, c'est pour ne pas faire peur aux gens, parce qu'en fait on voit tout. On voit l'âme, on voit le cœur, on voit le corps, on voit tout ce que représente cette personne avec tout son vécu. C'est rigolo puisque, par exemple, ça dépend des personnes. Si c'est des enfants, tout de suite son corps va me parler. Son corps va me dire, j'entends son corps qui me dit, puisque pour moi, pour une personne comme moi, une personne guérisseuse, chaque partie du corps s'exprime, chaque partie du corps est vivante et elle s'exprime. Elle a une aura, chaque partie du corps a une énergie qui peut transmettre un message. Et chez les enfants, qui sont encore pas induits par des messages extérieurs du monde actuel, je vais entendre « Ah, je souffre là, aide-le. Ah, j'ai mal là. Ah, c'est assez rigolo. » Par contre, pour les adultes, là, je vais voir une forme, je vais voir une chaleur qui se dégage, je vais voir une cicatrice, je vais voir... ensuite, ça dépend de la pathologie de la personne. Je regarde dans sa globalité son aura. Selon ce que dégage son aura, va exprimer une pathologie qui la personne, ça m'est arrivé également, n'était pas au courant. J'ai au cours de ma carrière dit à certaines personnes qu'il fallait qu'elles prennent contact avec leur médecin pour faire des échographies hautes. Je pense en l'occurrence à un monsieur qui avait un problème de prostate et qui s'en était pas du tout aperçu et qui était devenu en fait cancéreux. Et du coup, il est parti voir son médecin, il lui a fait faire les examens, il lui a dit « Écoute, tu viens pile à temps, c'est parfait ». Donc c'est un peu, voilà, autant on peut très bien voir les choses, et autant ce n'est pas évident de... surtout quand les personnes, par exemple, ont fait des chutes, tombent, par exemple, un accident, et qu'il y a plusieurs ecchymoses, qu'il y a plusieurs parties du corps qui ont été endolories, qui ont été maltraitées par un choc, quel qu'il soit. C'est pas facile, en tout cas pour moi, j'avoue sincèrement, c'est vraiment pas facile de faire par priorité, de soulager, de voir qu'est-ce qui pourrait le soulager de suite, qu'est-ce qui pourrait soulager cette personne. C'est pas évident. Là, dans sa globalité souffre. Et autant quand une personne vient, on va dire, avec un kyste, avec un problème aux dents, avec, je me base sur les personnes que je soigne, avec un angle incarné, je vois tout de suite la différence en fait. Et là, je vais à la priorité, je suis aidée, je demande directement l'aide lumineuse de ces êtres. Et ils me disent non, mieux vaut travailler directement sur le foie ou mieux vaut travailler directement là-dessus et tout le reste partira. Et effectivement, tout le reste ensuite part. Eh bien, j'ai connu Lida en surfant sur Internet. Je suis tombée sur un cycle de conférences qui se passait au centre Gabriel de Lannes. Et c'était une conférence sur le magnétisme. Myriam est une personne qui a des pathologies lourdes comme du diabète, comme des problèmes osseux, des problèmes émotionnels. Et bizarrement, j'ai guéri un diabète sur un jeune homme, donc après par la suite je n'en avais pas eu énormément, mais on ne m'a pas demandé de guérir son diabète, mais de travailler sur elle. De travailler sur ses énergies, de travailler sur ses organes. Elle avait des grosses douleurs, des douleurs au bras. J'ai eu envie de prendre contact avec Lida pour qu'elle s'occupe de mes problèmes de santé que j'avais à cette époque. Entre autres, c'était des problèmes plutôt arthrosiques
au niveau des genoux, au niveau des épaules. En une séance, en fait, ces douleurs partaient et ça lui permettait de... Ces douleurs l'empêchaient, on va dire, ces émotions, ces énergies négatives dans lesquelles elle était et au niveau des fréquences, il y avait une résonance dans ses os, dans ses membres, disparaissaient au fur et à mesure. En fait, dès la première séance, ces douleurs ont disparu, donc ça lui a permis à elle d'être plus en connexion avec elle-même, donc de donner les aliments qu'il fallait, les nutriments, les vitamines, les oligo-éléments qu'il fallait à son corps pour rétablir, pour retravailler la sécrétion de son pancréas. On ne m'a pas du tout demandé là-haut de travailler sur son pancréas, d'ailleurs, de faire certaines choses. C'était à elle de le faire. Dès que je suis rentrée dans son cabinet, il faut dire que déjà en sa présence, on se sent très bien, déjà. On se sent en harmonie. Donc, à l'issue de la première séance, grâce à son magnétisme, à ses mains magiques, Lila, elle m'a apaisé mes douleurs au niveau des genoux, j'allais dire presque instantanément. Ça, c'était au niveau des genoux. Et puis, à l'issue de la séance, je me suis rendu compte que non seulement les douleurs avaient disparu, mais en plus que je me sentais très bien, très pleine d'énergie positive, vraiment en harmonie avec moi-même, ce qui m'a poussée à prendre bien sûr rendez-vous pour d'autres séances. Et on a travaillé, enfin c'est plutôt Lila qui a travaillé sur mes épaules aussi, parce que j'avais aussi des problèmes d'arthrose. Et à chaque fois, c'était quasi instantané. La douleur disparaissait. Et parallèlement, il y avait cette énergie positive qui m'habitait, qui faisait en sorte que j'étais prête à résoudre tous les problèmes qui se présentaient à moi, parce que parallèlement aussi au niveau de ma famille, j'avais des problèmes avec ma fille qui était adolescente. Donc Lila m'a aussi aidée à ce niveau-là. Donc c'était au niveau physique, d'accord, mais aussi au niveau j'allais dire mental, psychique. Je dois dire que Lila m'a beaucoup aidée aussi, puisqu'elle me donne à chaque séance, à l'issue de chaque séance, on a à nouveau confiance en soi. Et elle m'a aidée à concrétiser mon projet professionnel. Donc j'ai apprécié à sa juste valeur toute l'aide qu'elle m'a apportée dans ma vie, qu'elle soit professionnelle, sur le plan santé, sur le plan familial. Je veux dire, Lila, c'est une magnétiseuse guérisseuse, mais ça va beaucoup plus loin que l'aspect physique, enfin la guérison des douleurs, et c'est beaucoup plus profond. Et c'est ça qui est pour moi très important. Il y a une différence entre le magnétisme, où on va imposer les mains sur une personne, et ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut recevoir d'un monde invisible. Que ça soit le magnétisme, c'est un fluide tout simplement qu'on va chercher dans le monde invisible, qu'on va chercher dans l'univers. Ce fluide magnétique va permettre, par des fréquences, de réguler le problème d'une personne sur son corps, et les messages du monde spirituel vont être autrement, c'est-à-dire que la personne peut incorporer, des fois peut m'incorporer, comme on peut voir chez d'autres médiums, va m'incorporer afin d'utiliser mon corps pour soigner. Mais pour moi, le magnétisme et la guérison, ils se rejoignent. Le magnétiseur va puiser l'énergie universelle, va puiser ce fluide afin de pouvoir le transmettre à la personne qui en a moins, tout simplement. Lui, il en surplus, il va pouvoir le donner à l'autre personne. Et que le monde parallèle ou les personnes qui sont dans l'au-delà, qui vont me parler, on va dire, vont me transmettre leur magnétisme à eux, quelque part.
vont me transmettre leur fluide, vont me transmettre cette énergie qu'ils ont et qu'ils n'ont plus en tant qu'être charnel, en tant qu'être incarné, qui peuvent ne l'utiliser que par mon corps à moi ou que par mon intermédiaire. Ensuite, qu'on dise magnétisme ou qu'on dise guérisseur, le résultat est le même. C'est un mieux-être, c'est une guérison. Je pense qu'on doit faire à un moment donné la différence entre ces énergies. Donc, cette énergie qui est le fluide naturel, qui est le magnétisme de l'homme, en fait, un magnétisme animal, et le magnétisme, l'énergie, comme on peut dire l'énergie, comme en Chine on peut dire le chi, on peut dire le prana, on peut dire cette énergie-là, cette force vitale que tout être humain a, c'est sa force vitale à lui, c'est son énergie à lui. S'il la donne à une autre personne, il s'épuise. En fait, il peut lui donner, mais il va s'épuiser. Il y a certains magnétiseurs, effectivement, qui travaillent de cette manière-là. Ils ont un surplus d'énergie, ils vont donner leur énergie. Mais à s'en priver et à se détruire à petit feu. Et que là, ce magnétisme-là est pris et puisé directement dans un fluide énergétique, dans un je ne pourrais pas comment le... C'est pas évident de décrire ce genre de choses. C'est facile pour moi d'aller les chercher et de les utiliser pour travailler, mais à aucun moment je vais utiliser ma propre force vitale. À aucun moment. À aucun moment je vais pouvoir donner ma force vitale qui est nécessaire pour moi pour que je puisse faire du bon travail. Je ne pourrais pas. C'est vraiment nécessaire de faire la différence entre ce magnétisme que tout être humain a dû à sa force vitale et ce magnétisme que tout être humain peut aller chercher dans le fluide universel, sans se punir et se retirer cette petite flamme qui est en lui, qui est sa force vitale. J'ai eu mon troisième enfant en août 2002, et donc j'ai allaité mon enfant, et à l'examen post-natal, on a découvert que j'avais quelques grosseurs, donc on a fait des examens, donc ça avait été diagnostiqué en janvier. Et puis, une première ponction qui ne donnait rien de significatif. Ensuite, je suis allée voir un chirurgien. Donc, les temps de consultation, c'est à peu près, il faut attendre une quinzaine de jours. Donc, le chirurgien m'a dit, mais moi, je pense que il y a suspicion de cancer, donc il faut refaire un prélèvement et donc une ponction. Attente encore de 15 jours. Et là, il n'y avait rien de significatif. Donc, ce qu'on m'a proposé, c'était... l'intervention chirurgicale avec un examen extemporané. Et là, on a découvert que j'avais 3 tumeurs. Donc j'ai eu l'ablation totale du sein gauche. Et ensuite, 6 séquences de chimiothérapie et 25 séquences de radiothérapie. Donc au terme duquel je pensais être tranquille. Et alors que je venais d'établir mon cabinet de réflexologie et de shiatsu, j'ai ressenti de plus en plus de fatigue. Et après insistance auprès de certains médecins pour pouvoir passer des examens complémentaires, on a découvert que j'avais des nodules au foie et au poumon. Donc j'ai dû interrompre mon activité et je suis repartie sur 8 séquences de chimio, très très fortes. Pour ce faire, j'avoue, j'ai été un petit peu désespérée. Enfin, oui, j'ai eu des moments de peur parce que tout allait bien. Enfin, je veux dire, tout paraissait aller bien puisque je suis mariée, j'ai 3 enfants, je viens d'installer mon cabinet, je commence à exercer une profession dans laquelle je me sentais très très bien. Et puis, patatrac, 2 organes d'atteint, 2 organes vitaux quand même. Et puis une amie me donne les coordonnées de Lila, donc je l'ai contactée. Pascale, quand elle est venue me rencontrer lors d'une consultation, ne serait-ce que quand je l'ai eu au téléphone, je sentais son âme me dire « je recommence ». On recommence, on recommence, on recommence. On recommence quoi? Elle ne voulait pas me dire exactement quoi, mais on recommence. On est reparti dans ces mêmes peurs, c'était très noir. Quand elle est venue face à moi, le scan a commencé directement et j'ai vu
tous les cancers qu'elle avait eus et les multiples cancers et qui n'avaient pas été tout décelés. C'est qu'après qu'elle a fait une récidive, en fait, c'est pas une récidive, c'est une récidive sur des choses qui n'avaient pas été traitées. Sa demande, Pascal, était de l'aider à surmonter ses chimiothérapies, de l'aider à aller mieux, de l'aider à passer ces moments difficiles. Il fallait aller à l'essentiel. C'était déjà avoir le traitement. Parallèlement, Lila m'a aidé à supporter ce traitement qui était très lourd. Ça n'a pas été simple, hein, je veux dire, perdre ses cheveux rapidement, gonfler, souffrir hein, dans ses entrailles, c'est dur. Malgré qu'elle soit thérapeute, elle n'arrivait pas à se reconnecter à elle-même. Dès les premières séances, on l'a connectée à elle-même, on l'a nettoyé, tous ses corps, de ces résidus de cellules, comment il me disait là-haut, c'était des cellules anarchiques, des cellules qui ne voulaient pas justement être dans la même fréquence que les autres, être dans une énergie de lumière et d'amour, mais être hiérarchique, bouleverser son organe, bouleverser ses organes. Elle a eu des soins de ma part pendant plusieurs séances et les chimiothérapies étaient finies. Je pense qu'elle a dû juste reprendre quelques cachets par rapport à un de ses médecins qui était très terre à terre. Et d'ailleurs, elle a changé, elle est partie voir un autre cancérologue qui était beaucoup plus holistique et qui justement, le nom m'échappe, qui justement prenait la maladie et l'être humain ensemble et ne mettait pas de côté cette option de voir des guérisseurs ou des personnes comme moi qui pouvaient l'aider à être plus en harmonie dans son corps. Il est vrai qu'en magnétisme, on évite de toucher une personne qui a un cancer, au risque de multiplier cette cellule justement anarchique pour justement éviter de faire grandir et d'accélérer, on va dire, la mort de la cellule, donc la mort de la personne. On évite. Et c'est pour cela qu'il faut réellement... et là, je parle à toutes les personnes qui soignent, se connecter à la personne elle-même, se connecter à son âme pour qu'il y ait un lien, pour qu'il y ait vraiment une résonance, pour qu'il n'y ait pas d'erreur de fait. Cette cellule, elle disparaissait au fur et à mesure. Je ne la retrouvais plus moi, dans son corps. Là, actuellement, je ne la retrouve plus dans son corps. Et maintenant, mon aide par rapport à elle, elle devient, on va dire, esthétique. Je l'aide à ce que les repousses de ses cheveux soient plus rapides, les ongles plus rapides, lui faire reprendre une énergie vitale beaucoup plus importante, faire redémarrer tous ses organes, tous ses émonctoires, éliminer la chimiothérapie. Lila m'a aidée à toujours avoir confiance et puis m'a encouragée aussi, je pense, c'est peut-être simplement par un regard ou par une façon de travailler sur moi. Ça m'a fait être en communion avec moi-même et une recherche au niveau, ouais, je pense, de mon âme, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, je pense savoir à peu près je pense savoir ce que je veux. C'est vraiment de vivre pour moi, mon mari, mes enfants. Parce que quand on est si proche, quand on a une récidive de cancer, on se pose... il n'y a pas 36 alternatives, c'est la vie ou c'est la mort, quoi. Et moi, j'ai pas envie de mourir, hein, j'ai envie de vivre encore très très longtemps. Donc je voulais me donner toutes les chances possibles pour pouvoir réaliser mon souhait. Et je pense que j'ai déjà bien réussi, voilà. Et puis c'est la façon, Lila est quelqu'un de foncièrement honnête. Elle est transparente dans ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle a un site qui est très très intéressant, qui permet quand même à la personne de visualiser le panel de ses prestations. Je trouve que c'est rassurant aussi parce que c'est une personne quand même qui a fait des formations de sophrologie et puis de naturopathie. Donc dans l'éventualité où on aurait besoin d'un complément de plantes, elle sait nous rassurer aussi sur ce plan-là.
Donc, et puis je pense que bon, l'alimentation joue un rôle très très important justement dans l'intégrité de l'individu. Et bon, elle peut y répondre. Mais moi, ce qui est intéressant chez Lila, c'est que quand on va la consulter, elle, bon, en fonction de notre état vibratoire, de l'état physiologique que l'on a, elle va vraiment adapter le soin. Et c'est aussi, elle est tellement en connexion avec l'au-delà qu'elle peut répondre par une technique précise aux besoins que l'on a au moment de la consultation. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a eu des résultats très très rapidement parce que j'ai commencé une chimiothérapie sous Taxotere le 8 avril 2008. 3 mois après, on faisait donc des examens sanguins assez poussés, plus repassage du scanner abdo-thorax. Et là, il s'est révélé que je n'avais plus rien sur, les poumons. Il me restait quelques petites traces des nodules en fait sur le foie. Donc Lila a vraiment travaillé en globalité sur le corps, mais en insistant bien, d'après ce que j'ai ressenti quand même sur cette partie du thorax. Les produits ont sans doute contribué, mais je pense que c'est sincèrement, je pense que c'est le travail de Lila qui m'a permis de guérir. Au niveau des fréquences du corps humain ou du corps d'un animal, bien sûr, ou d'un objet, il y a des fréquences. Ces fréquences, quelles qu'elles soient, elles ont pu être calculées, mesurées. Il y a des personnes, des scientifiques, qui ont mis en place des échelles, des grilles, notamment, je pense à l'échelle de Bovie, qui permet de mesurer le taux vibratoire d'une maison, le taux vibratoire d'une personne, le taux du corps malade, le taux d'un champ énergétique en termes pour une culture, pour voir si la culture est bonne, de voir. En fait, c'est des grilles conçues et créées afin de pouvoir justement se dire, voilà, on est à tel niveau-là, mais on sait qu'on peut être en bas et on sait qu'on peut être au-dessus. Ce taux, on peut l'augmenter, comme on peut le descendre, par tout simplement cette facilité à tout être humain de pouvoir rentrer en soi, de pouvoir se connecter, pas à une autre personne. Ça, c'est très simple de se connecter à une personne, de pouvoir l'aider, mais de se connecter à soi-même, de se connecter à son divin, à son sacré. Et quand on se connecte à soi-même et qu'on est dans le calme, qu'on est dans son sanctuaire propre, on embrasse presque son âme. On est dans une élévation spirituelle. C'est-à-dire quand on va faire une prière, par exemple, tout simplement, on ressent cette énergie de cette prière. On ressent qu'on est autrement, qu'on est plus fort, que l'énergie qu'on a est beaucoup plus grandissante et beaucoup plus lumineuse. On se sent ici, on se sent grandi. Et quand on a fini cette prière et quand on a fini d'être dans cette intention de connexion à soi, de se relier à son divin, eh ben, on diminue tout simplement. Et on se sent plus calme, plus serein, avec par contre ce résidu d'énergie qui est encore en nous, cette odeur, cette empreinte d'énergie où on a été, cette empreinte de dimension où on a été faire un petit tour. Ces dimensions, ce sont des paliers, on va dire qu'il y a 12, 13, 14, bon, il y en a plus, de dimensions. Et que chaque être humain, par rapport à son âme, a des rôles et viennent de dimensions différentes. Et que chaque personne,
en se connectant à sa source, peut avoir un taux vibratoire très haut. Et avec ce taux vibratoire, on peut se connecter à des entités, on peut se connecter à des sources de lumière, des sources de guérison, des sources de bien-être, afin justement de prodiguer des belles choses. Cette fréquence qui est palpable maintenant, elle est, comme je le disais, elle peut être perçue dans le conscient collectif, comme le disait Jung. Une personne peut être à 10 000 km, à une autre personne à 20 000 km, à penser la même expression, donner la même symbolique sur un objet, en étant de cultures différentes ou autres. C'est cette énergie, cette fréquence, cette onde qui a permis à ces deux personnes de se relier. Elles se sont connectées à une source. Comme le magnétiseur, le guérisseur va se connecter à une source, à un fluide. Dans le cas de soins à distance, par exemple, on se connecte à cette source. On se connecte à la personne directement avec ou une photo, ou avec un nom, avec un prénom, avec une empreinte. Cette empreinte, c'est l'âme, cet ADN, cette source. C'est l'âme. On se connecte à elle directement et par ces fréquences, on lui envoie les messages. Elle nous envoie des messages en se connectant à elle. Par exemple, monsieur XXX qui a un problème, on va prendre sa photo, on va la mettre entre ses mains, ou pas entre ses mains, ou juste se connecter à son âme. Et là, son âme va nous donner des fréquences. Ces fréquences vont se transformer un peu comme du morse. Voilà, ça va être des toc, 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 toc au départ, et après, on peut les transcrire. Et donc, on n'entend pas des toc, 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 on entend directement les phrases. C'est une sorte de morse, mais pas encore identifiée. Ou plutôt si, on les a identifiées, mais on ne les utilise pas encore assez. Ces ondes-là peuvent être transmises pour transmettre du calme à un enfant. Par exemple, on m'a envoyé une photo d'un enfant qui était hyperactif. Pour lui transmettre du calme, on lui transmet juste l'énergie, une fréquence de détente, de calme, de sérénité, de paix. Je lui mets tout ça dans une enveloppe et à la place de lui envoyer par la poste, je lui envoie directement comme ça, des ondes cérébrales quelque part. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, des ondes, non même pas des ondes cérébrales, puisque c'est au départ des ondes qui sont invisibles et ensuite qui pénètrent en la personne et qui se traduisent ensuite dans son corps. Comme l'homéopathie, on va induire un message dans un verre, on va faire boire à la personne ce remède et la personne va se sentir beaucoup mieux. Donc, on induit un message également à la personne à distance, avec des fréquences, des ondes. L'être humain a cette capacité de pouvoir dégager une énergie, des fréquences, des ondes par les mains. On va dire, que ce soit l'être humain, ou une pièce, ou un objet, ou quelle que soit la partie qu'on voudra bien regarder. Mais l'être humain, en l'occurrence, dégage une énergie, une chaleur. On va pouvoir voir justement que le corps d'une personne est beaucoup plus chaud que l'autre, qu'une personne va pouvoir éteindre des lumières avec son énergie. Ces fréquences sont comme des ondes. C'est comme un battement de cœur dans les veines. C'est des ondes, c'est des fréquences, c'est un rythme. C'est comme quand on est en méditation ou en prière, on se met dans un certain rythme. En sophrologie, on va dire que de se mettre à cette fréquence-là, c'est d'être dans une fréquence d'alpha, afin de pouvoir mettre notre cerveau en repos. Et quand notre cerveau est en alpha, il est en repos, cette fréquence où ce qui était perceptible simplement avec nos oreilles, on va dire avec notre ouïe, elle va l'être avec tout notre corps. Notre perception va être multipliée par 10, par 20, par 15, selon la personne et selon sa manière, sa façon de vouloir l'utiliser. On peut soulager une personne avec une onde d'amour. On a des ondes, quelles qu'elles soient, qu'on perçoit. Puisqu'en fait, on est fait, le corps humain est fait d'eau, en fait, à plus de 70%. Donc ces fréquences, elles passent par nos tissus, elles passent par nos lymphes, elles passent par tout ce qui nous permet de communiquer. On
on peut d'ores et déjà, que ça soit dans le monde scientifique ou dans le monde spirituel ou dans le monde tout simplement, dire que si on pique le cheveu là, c'est le petit doigt de pied qui va réagir. Et il y a une communication entre tous les organes, entre tous les viscères, entre tous les atomes. Il suffit juste de se mettre à cette fréquence. Il suffit juste de se mettre dans cette onde qui permet les connexions. Cette onde, on peut l'apercevoir, cette fréquence, on peut l'apercevoir par une chaleur, par des frissons. On peut très bien la ressentir. On peut très bien la ressentir, donc par des frissons, par de la chaleur, par une émotion, par une image, puisque justement ces personnes se sont mis dans un niveau alpha, se sont mis au calme, au repos, tout simplement. Donc, on perçoit plus les choses, on les reconnaît. Notre âme les reconnaît, nous on les reconnaît, et c'est là où le plus beau est, où la quintessence se fait, c'est où le corps physique s'unit avec le corps spirituel. Et là, tout est possible. Où là, ce qui est invisible est visible, où là, ce qui était incompréhensible est, où l'âme peut directement, avec ce fil, avec cette onde, transmettre directement à la personne les messages. Cette fréquence vibratoire, c'est des fréquences vibratoires, ne dégagent pas que des ondes. C'est-à-dire, on peut les percevoir avec des ondes, avec des fréquences Hertz ou des fréquences vibratoires, et on peut les ressentir avec notre nez. Ça peut être olfactif. On peut les ressentir sur une personne qui est fortement malade et qui va sentir la maladie, et qui malheureusement des fois va sentir la mort. On va dire oh, ça sent la mort dans cette maison. Et ces odeurs-là s'imprègnent des personnes, s'imprègnent des murs des fois d'une maison. On peut dire on sent que cette maison il y a des enfants. On sent que cette maison il y a une personne seule. On sent que et justement ces odeurs, à partir du moment où vous connectez à ces fréquences, à cette fréquence, ce n'est plus que des odeurs à la limite. C'est un état, c'est là. Ce n'est plus que des odeurs, c'est vraiment... c'est une empreinte. Bizarrement, on va dire que justement l'argent n'a pas d'odeur. Et en fait, compte, elle en a une. Elle a une odeur. Elle a une vibration. Elle dégage les personnes qui ont ce fort potentiel de réussir dans les affaires ou de réussir dans certaines activités, à avoir cette facilité à réussir tout, à réussir dans... C'est quelque chose qui les suit depuis leur jeunesse, qui les suit. Comme quelqu'un, justement, qui va être poursuivi, qu'on va dire, cette personne, elle est poisseuse, elle pue la poisse, mais c'est affreux. C'est pareil, cette énergie-là, on peut la ressentir, on la sent chez la personne, quelqu'un qui est dans son élément et quelqu'un qui ne l'est pas. Et dans l'élément de l'argent, dans l'élément de la richesse, ces perspectives. Autant par exemple, et c'est là le libre arbitre qui arrive et qu'on ne pouvait pas faire auparavant, que je ne pouvais pas faire ou qu'on ne pouvait pas voir, c'est qu'on peut changer ces fréquences. Une personne qui sentait la malchance peut être mise dans des vibrations de bonheur, de chance. Comme une personne qui sentait la maladie, qui avait un organe défectueux, qui était en vibration maladif, on va dire, on le met tout simplement dans une vibration de bonne santé, de bien-être. On fait appel là après à son énergie vitale, à sa force vitale, à lui, bien sûr. Parce que personne ne peut guérir s'il ne veut pas être guéri. Hein. Cette fréquence, cette odeur, elle peut être modifiée, elle peut changer, elle peut transmuter, comme les fréquences peuvent changer. Elles peuvent baisser, elles peuvent monter. On parle d'odeur, hein, mais les ondes, ces fréquences, elles ont un son également. On peut les sentir.
On va dire, j'ai certaines personnes qui se disent avoir des problèmes d'acouphènes. Mais c'est des fréquences qu'ils entendent, c'est des choses qu'ils entendent et qui ne veulent pas se mettre au même niveau. Et j'ai un patient qui a des problèmes d'acouphènes, qui se sentait très mal, qui ne comprenait pas ces bruits, ces petits sentiments, ces sifflements. Il ne les comprenait pas. Il ne les comprenait pas. Je l'ai mis en alpha, en repos total, et je lui ai demandé d'écouter. Il me disait, ah non, je ne peux pas écouter ça, c'est pas possible. Je les écoute du matin au soir, voyons Lila. Du matin au soir, ils sont là. Je ne peux pas les écouter. Alors, je n'ai pas mis d'huile essentielle sur lui, je lui dis, que sens-tu? Il me dit, je sens le jasmin. D'accord. Je regarde dans son âme, là j'ai triché. Et c'était un endroit où il était en sécurité. Le jasmin, c'est le jardin de sa grand-mère, en fait, il y avait du jasmin. Donc le jasmin, pour lui, c'était la sécurité. Et de lui dire d'écouter ce que ses oreilles entendaient, c'était être dans l'insécurité. Il était dans le déni. De se laisser porter avec cette odeur, qui n'y avait pas du tout de jasmin dans le cabinet, avec cette odeur qu'il a perçue des fréquences que sa grand-mère a voulu lui transmettre, il s'est remis dans ces fréquences-là, ce jasmin lui a permis d'être plus fort et d'entendre ces soi-disant acouphènes qui n'étaient en fait que des messages, qui étaient en fait que des vibrations, des messages, des ondes, tout simplement. C'est devenu un bon médium, d'ailleurs, du coup. C'est un très beau médium. Mais tant qu'il s'est permis, qu'il s'est donné le droit d'entendre, d'avoir enlevé les bouchons qu'il avait mis pour se défendre, justement. Donc ces fréquences, donc elles peuvent être odorantes, elles peuvent faire intervenir l'ouïe, elles peuvent faire intervenir l'odorat, peuvent faire intervenir la vue, peuvent faire intervenir plusieurs sens. Et justement, quand une personne, quand un être humain utilise tous ses sens, on est dans une fréquence pas idéale, mais une fréquence d'amour, de lumière. Alors Lila, je l'ai rencontrée en 2005. C'est une connaissance qui m'a donné ses coordonnées. J'avais un souci gynécologique. On m'avait proposé de me faire l'ablation de l'utérus. Et je suis tombée en dépression. Mais il n'y avait pas eu que ça. C'était une période où j'avais des soucis personnels, j'avais des soucis de santé et c'était un mélange de ces deux choses-là. Et donc j'étais en dépression et on voulait absolument, j'avais des saignements depuis 2 ans qu'on n'arrivait pas à arrêter tout simplement. Mon utérus était malade et le gynécologue m'a dit qu'il fallait l'enlever de toute urgence. Donc cette personne m'a dit, on m'avait fait changer de traitement 3 fois. Sans aucun résultat, elle m'a dit, voilà, je connais quelqu'un, est-ce que ça t'intéresserait? Je lui ai dit, comment ça? Elle dit, bah oui, c'est quelqu'un qui soigne différemment. C'est pas par les médicaments, c'est par les plantes, par les mains, est-ce que ça t'intéresse? Comme j'étais complètement perdue, déboussolée à l'époque, je n'y voyais pas d'inconvénient, ça ne me gênait pas. Donc j'ai rencontré Lila une fois, et je n'y croyais pas du tout. Je me suis dit, les médecins n'ont pas réussi. J'avais laissé la porte ouverte, mais sans grand espoir, je suis allée voir. Et ces saignements, eh bien, dès la première fois que je l'ai vu, ils ont cessé. Elle se sentait une autre femme. Dès la première séance, les écoulements avaient stoppé. Et au bout de 4 séances, je lui conseille de retourner voir son médecin afin qu'il puisse, parce que moi je n'ai absolument pas de matériel comme des scanners ou des échographies, où je ne peux absolument pas faire de radio ni rien. Je lui propose de voir ses médecins plutôt, parce que c'était un gynécologue et un médecin généraliste, et le chirurgien qui était prêt à lui faire l'ablation de son utérus. Elle y va tranquillement et elle revient en m'embrassant, en me disant « écoute, puisque par la suite elle me tutoyait, il me dit que je peux avoir des enfants et qu'il pense que j'ai fait une opération et qu'il s'est passé quelque chose et que c'était dû à ces médicaments. » Et puis elle me dit « mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que dès que j'ai vu que l'écoulement de sang était stoppé, mais radicalement dès la première séance, j'ai complètement arrêté tous les autres médicaments, mais je ne te l'avais pas dit, Lila. » Donc voilà, par rapport à Vesna, c'est
c'est une très belle guérison, et puis surtout permettre à une femme de garder son utérus, je pense que c'est la plus belle chose que j'aurais pu lui offrir et que j'ai pu lui offrir. En fait, ce que j'aime chez Lila, c'est qu'elle soigne le corps et l'âme en même temps. Je pense que c'est lié. Et peut-être que chez moi, c'est un petit peu compliqué parce qu'il fallait soigner les deux en même temps. Et qu'elle ne savait peut-être pas trop commencer par lequel en premier, parce que je crois que les deux étaient très compliqués. Et c'est vrai qu'à cette époque, je n'ai pas pensé à le dire aussi. J'avais des idées, on va dire, très très suicidaires. Elle a toujours été là pour trouver le ton, le mot, la phrase. Enfin, ce qui fait que elle nous remonte le moral. Et c'est vrai que quand on sort de chez elle, eh ben, on se sent drôlement bien. On est bien. L'âme, est-ce qu'on peut donner une image à l'âme? Est-ce qu'on peut donner une définition à l'âme? Il ne me semble pas qu'on peut la donner, puisque par rapport à plusieurs personnes, chaque âme apparaît différemment, comme elle le veut apparaître. Ça peut être un début d'aura, un début de fluide énergétique qu'on peut ressentir et voir autour d'une personne. Ça peut être une empreinte. C'est comme une empreinte, en fait, c'est comme une sorte de code génétique. Quand on dit qu'elle va rendre l'âme, c'est qu'elle va mourir et que donc on ne ressent plus cette lumière qu'il y a au fond de ses yeux ou cette lumière qu'il y a autour d'elle. L'âme m'apparaît, elle m'apparaît dès la première rencontre de la personne, comme si que l'âme avait déjà rendez-vous avec moi. Elle apparaît et elle m'apparaît sous une forme fluidique. Comment l'expliquer ? Elle apparaît sous une forme... c'est-à-dire, je ne vais pas dissocier les mains, les doigts, ça va être très fluide, ça va être vraiment une ombre. Voilà, l'âme, voilà, une ombre. Comme l'ombre d'une personne qui peut se refléter sur un mur avec un beau soleil, l'âme va pouvoir... je vais pouvoir la comparer à une ombre, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse. Il ne va pas y avoir un visage comme les êtres de lumière, ces entités, quand je dis entre parenthèses, ces personnes qui sont décédées et qui sont passées de l'autre côté, dans l'au-delà, et qui par grâce et par chance, nous pouvons communiquer avec eux. Je ne les vois pas de cette manière-là. Je vois les âmes des personnes, comme je peux voir la vôtre, là, qui me parle, qui gesticule comme vous, qui me donne des codes, qui me donne des informations, qui me donne une sorte de... qui me parle de votre ADN, de ce qui vous fait souffrir, de quel rôle vous, elle, avez-vous bien voulu prendre en venant sur cette terre. Il me semble que l'âme, on va dire qu'il y a un haut conseil. Il y a une source mère. Et cette source mère, ce haut conseil, est peuplée d'âmes, est peuplée d'êtres de lumière, qui décident à un moment donné, d'un commun accord, de vivre, on va prendre l'exemple d'une âme qui ne s'est encore jamais incarnée sur Terre, sur un corps humain. Cette âme-là, qui peut être visible quand une femme veut avoir un enfant, elle peut se diriger vers elle. Avant de se diriger vers elle, avant de se diriger vers elle, d'un commun accord, elle va prendre un rôle, elle va prendre un but, une mission au service de cette terre, en l'occurrence. Quand elle arrive proche, on va dire dans l'atmosphère des êtres humains, de nous, corps incarnés sur terre, elle est comme une sorte de petite boule. Elle n'a pas encore la forme d'une ombre, elle n'a pas encore la forme de la personne qu'elle va incarner. Elle est encore, on va dire, c'est un égrégore, c'est un morceau d'eux.
cette âme s'incarne dans la chair, dans cet embryon. Elle décide de prendre le rôle de devenir médecin, de devenir guérisseur, de devenir fleuriste, de trouver le vaccin contre les gens qui n'acceptent pas de guérir avec les impositions des mains. Elle peut avoir plusieurs rôles. Quand elle a accepté ce rôle, l'âme prend forme dans cet embryon. On le constate quand on scanne une femme, bien sûr avec le regard que j'ai en tant que guérisseuse. Quand je scanne une femme qui est enceinte, l'âme prend place. L'âme se développe, comme l'embryon peut se développer, comme le nouveau-né peut se développer. Elle se développe avec tout ce qu'elle a, avec tout son passé, avec tout ce qu'elle a en elle. Et donc cet enfant, quand il naît, la première chose qu'on voit, bon, il crie, l'enfant crie, l'enfant se débat, et c'est cette âme qui se développe, en fait. Comment expliquer? C'est cette âme qui va permettre après à la personne de suivre son chemin, selon ce qu'elle a décidé dès le départ. C'est-à-dire, on va dire, c'est son destin, c'est tout tracé, c'est des choses d'ailleurs, quand on dit c'est son destin, c'est tout tracé, c'est des choses qui remettent en question les anciennes énergies. Puisque de nos jours, on ne peut plus parler des mêmes énergies, on a le libre arbitre qui est là, on a conscience de certaines choses, on a conscience que notre évolution, elle permet avant tout une évolution spirituelle, donc de notre âme. À partir du moment où notre âme arrive à nous faire, nous, corps humain, comprendre certaines choses, on se dit, je vois dans mes patients autour, on se dit « Ah, j'ai compris mon chemin » ou « J'ai compris ce que je devais faire ». Et quand je regarde l'âme, elle me dit, l'âme, non, je lui ai juste dit c'était quoi son rôle. On a l'impression qu'on a fait un chemin spirituel ou qu'on a fait une traversée du désert, qu'on a compris notre rôle et qu'en fin de compte, l'âme est là juste pour nous dire ce qu'on a à faire. Et du coup, de temps à autre, il y a d'autres âmes qui viennent sur notre chemin. On va les appeler des anges, on va les appeler des êtres de lumière, qui vont nous permettre de nous remettre sur notre chemin. Elles ont un rôle, comme la personne qui a une très belle âme, qui est derrière sa voiture, qui va prendre sa voiture tranquillement, et qui a une autre jeune femme qui passe avec une aussi belle âme, et la personne en voiture va accidenter la personne, et l'autre personne va rendre l'âme. Le rôle de la personne dans la voiture était tout simplement de libérer l'âme de l'autre personne pour vaquer à autre chose. Autant les personnes qui ont rendu l'âme peuvent revenir nous voir pour nous aider en tant qu'êtres de lumière, en tant qu'entité qui ont tout simplement envie de nous apporter leur aide, autant les personnes qui sont déjà incarnées peuvent rendre l'âme, peuvent retourner à la source pour aller dans des lieux, dans des oasis de lumière, pour vaquer à autre chose, pour reprendre un autre rôle ou pour aider une autre personne, qu'elle soit sur Terre ou ailleurs. Parce que pour moi, c'est évident qu'il y a des mondes, des dimensions qui ne sont pas visibles malheureusement, et ça serait vraiment formidable le jour où tout le monde pourra voir ce qui est invisible. Il suffit juste de le vouloir dans son cœur. Eh bien, en mai 2006, j'ai eu un grave accident, j'ai eu une fracture du col du fémur et j'ai été obligée de faire un arrêt total de mon activité. Je me suis retrouvée 3 mois alitée, après j'ai eu 3 à 6 mois sans mettre le pied à terre. J'ai été obligée de fermer ma maison de couture, de renvoyer tout mon personnel et j'ai une période bien évidemment très 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 difficile. Mon coach sportif qui m'aidait à ma remise en forme m'a fait connaître Lila, elle m'a parlé de Lila, que j'ai rencontrée très rapidement. Et Lila a travaillé sur mes énergies, elle a travaillé également sur toute ma configuration du moment qui était très très négative. Et donc elle m'a aidée à me remettre sur les rails et depuis lors elle m'accompagne dans
dans le travail de mes énergies, dans le feng shui de mon lieu, dans beaucoup de domaines, et elle m'est extrêmement précieuse. Elle m'a vraiment remis sur pied, je peux le dire. Après 2 soins aidés par mes êtres de lumière et de mes mains, elle a retrouvé une parfaite santé, un parfait équilibre de son fémur et une meilleure structure de ses organes et de sa stabilité en fait. Elle avait un problème également, c'est pour ça qu'elle était tombée d'ailleurs, un problème au niveau de sa ligne médiane, au niveau de son positionnement et de son équilibre. Le fait d'avoir une fracture du col du fémur était vraiment un arrêt sur image total de ma vie entière, quoi. J'avais des problèmes de toutes sortes. J'avais des problèmes familiaux, j'avais des problèmes de travail. Et physiquement, j'étais vraiment en dessous de n'importe quel niveau où j'avais été auparavant. Ça a été une période vraiment très très négative. Et je ne pense pas que sans Lila, je m'en serais sortie. Elle m'a remis mes énergies, elle m'a nettoyé mes énergies, elle m'a donné la force de surmonter toutes ces épreuves qui ont été très 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 difficiles, bien évidemment. C'est tout à fait clair pour moi que Lila a agi un petit peu comme une sauveuse pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des kinés, des ostéopathes, dans un cabinet paramédical dans le 18e arrondissement. J'ai pu bénéficier de leur encadrement et ils ont pu bénéficier de mes capacités, de ma facilité à soigner, à guérir les personnes, de travailler dans un cabinet paramédical avec des personnes comme Benoît Escoubès, Jean-Marc Didlot, qui sont des kinés et ostéopathes très professionnels, qui ont une très belle déontologie, une déontologie de cœur, une déontologie spirituelle également, qui permet aux patients, à leurs patients, que quand à un moment donné ils ne peuvent plus faire face à leur pathologie, ont cette grandeur d'âme de pouvoir les diriger vers une personne comme moi. Quand je ne comprends pas ce qu'ils ont, quand je n'arrive pas avec les moyens de la kinésithérapie ou de l'ostéopathie ou du yoga, puisque j'utilise les trois, pour les gens, quand je n'arrive pas à traiter les gens, quand il y a quelque chose qui persiste, quand il y a quelque chose qui m'échappe, quand je trouve quelque chose hors norme, bizarre, je l'adresse la personne à Lila. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est ça qui est formidable aussi. Il n'y a pas de règle du tout. C'est juste quelque chose qu'on n'arrive pas à traiter et qui perdure. Dans la médecine allopathique, on appelle ça quelque chose d'idiopathique. On n'en connaît pas la cause. C'est facile de mettre le mot idiopathique. Bon, mais souvent, quelque chose d'idiopathique, Lila, on trouve une raison, on trouve une cause et fait circuler là où ça ne circule pas. Et donc, j'ai jamais eu de retour négatif, c'est toujours un retour excellent. J'avertis les gens qui ne sont pas forcément au courant de ce qu'elle fait, que c'est inhabituel, que c'est un soin énergétique, que c'est inhabituel. Et les gens, j'en vois pas n'importe qui non plus, hein. Je connais un peu les gens, je sais à qui ça va pas choquer. Et les gens sont très satisfaits, étonnés, enchantés. Et ils repassent me dire, bon, c'était génial, merci beaucoup. Je suis enrhumé depuis que je suis enfant. Il y a des fois où ça dégénère. C'est pareil, ça va avec la fatigue, hein, où je ne peux plus gérer. Je refuse de prendre des antibiothérapies à forte dose, des antalgiques. J'aime pas tellement ça, donc je préfère aller voir Lila. Et à ce moment-là, bon, ça rentre dans l'ordre. Ça rentre dans l'ordre tout seul.
C'est inexplicable de toute façon, mais ça marche. Donc voilà, c'est comme voilà, c'est la dernière solution. Je vais pas, je sais qu'elle est très sollicitée, donc je me dis que je ne vais pas l'embêter avec mes problèmes, mais quand j'en peux plus, je l'appelle. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus besoin d'elle que moi, mais avec mes petits problèmes, je la dérange quand même quelquefois. Je sais que Lila va me sortir d'affaire. C'est-à-dire que tout de suite après, je me sens très bien, et puis il y a une répercussion sur les jours à venir, où c'est salvateur, quoi. C'est comme un remède miracle, c'est l'agence Tourisque. Enfin, moi je sais que c'est un enchantement. Si je ne vais pas bien, que je prends rendez-vous chez Lila, déjà je vais mieux parce que je me remémore le bienfait d'une séance, et bon, elle est formidable. Donc déjà en sortant, je suis léger, j'ai encore les vapeurs d'huile essentielle avec des odeurs formidables qui me sont imprégnées, et voilà. Et puis les jours après, c'est comme, je sais pas, il y a quelques jours, 3 jours, 4 jours, une semaine après, où il y a des choses qui changent. C'est-à-dire qu'il y a une répercussion très profonde sur l'être. C'est là où je comprends en fait les phénomènes énergétiques, hein, c'est que l'énergie est sur un plan causal par rapport au corps. C'est-à-dire que l'énergie, si on touche à l'énergie, ça modifie ensuite sur le plan de la matière, par voie de cascade, par voie de cause à conséquence. Et voilà, c'est là qu'il y a une action très profonde sur le corps en fait. Et qui dépasse même le corps de sa propre personne, puisqu'on est en interaction avec les autres. Donc il y a une action aussi qui dépasse soi-même. Plusieurs kinés, plusieurs personnalités du monde médical et connues et reconnues dans Paris, même en province, m'envoient beaucoup de leurs patients avec une petite lettre, avec un petit mot. Je ne peux rien faire pour elle, peux-tu l'aider? Soulage-la, impose-lui tes mains. Donc du coup, c'est un peu mitigé. Il y a une partie du corps médical qui est à 100%, même 200% pour travailler en synergie avec les personnes comme moi, afin qu'il y ait un mieux-être, afin qu'il y ait quelque chose de plus clair. Et il y a l'autre partie qui ne le souhaite pas. Un petit garçon de 5 ans est venu avec sa maman. Il avait des gros problèmes de pancréas, il était sous insuline, il avait des gros problèmes de diabète, avec un taux énorme à chaque fois. Et dès la première séance, son pancréas s'est rétabli. Son corps a décidé, son âme a décidé de repartir en pleine forme, de repartir en pleine bonne santé. Je tairai son nom, elle n'a pas voulu témoigner malheureusement. Il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas faire partager certaines choses et mettre en place un système de soins différents. Les gens sont un peu égoïstes, malheureusement. Ça fait partie des défauts que les êtres n'ont pas. Ils gardent pour eux certaines choses, et malgré qu'il y ait beaucoup de gens qui souffrent par des maladies très, très lourdes, par des problèmes très lourds, ne vont pas communiquer un numéro, ne serait-ce que pour soulager, ne serait-ce que pour aider, ou des hôpitaux ou des médecins où on voit que certaines personnes savent que par ne serait-ce que l'imposition ou par la pensée à distance, on peut barrer le feu, on peut aider, on peut enlever un eczéma, ne vont jamais faire appel à des êtres comme moi, à des êtres comme nous, parce qu'on est tous guérisseurs. Il faut juste avoir la bonne fréquence. J'ai eu la chance dans mes patients et mes patientes de rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui avaient vraiment des pathologies, des problèmes très rudes. Je pense à Dina, une jeune femme en couple qui a déjà eu un enfant et qui ne pouvait plus du tout avoir d'enfant. Ses ovaires étaient très, on va dire, très capricieux. J'ai consulté Lila il y a maintenant peut-être 3 ans.
En fait, ça faisait à peu près 2 ans que j'essayais d'avoir un deuxième enfant. Je n'y arrivais pas, j'étais sous traitement, il n'y avait rien à faire. Donc au bout de quelques temps, ça devient long, désespéré presque. Donc j'avais entendu parler de Lila, donc je me suis dit pourquoi pas. Là où la médecine traditionnelle ne peut rien faire, on va essayer autre chose. Les médecins, les gynécologues baissaient les bras et ne lui donnaient même plus espoir de pouvoir un jour avoir un bébé. Elle est venue à ma rencontre et ses ovaires étaient, en parlant de sensations ou de ce que je pouvais voir, ses ovaires n'étaient pas que capricieux, ils étaient complètement serrés, asséchés. Donc voilà, j'ai rencontré Lila qui m'a fait comprendre que non, que c'était possible, que je pouvais tomber enceinte. Donc je l'ai écoutée à base de, on va dire, de médecine naturelle, beaucoup de plantes, des choses comme ça. Elle m'a dit dès le départ, tu tomberas enceinte dans 10 mois d'un petit garçon. Donc j'ai dit bon, ça me semble un peu bizarre, mais bon. La première imposition des mains, le premier soin énergétique et par l'intermédiaire de tous ces êtres, je ne suis pas la seule à travailler, nous sommes plusieurs, c'est une équipe pluridisciplinaire. Elle a eu très très mal aux ovaires, mais ses ovaires étaient en train de travailler. Tout était en train de retravailler, tout son corps retravaillait. Elle ressentait, le bas de son ventre reprendre contact avec elle-même. Je me suis dit, si c'est possible, on va accélérer, pourquoi attendre 10 mois? Elle m'avait fait comprendre, non, il ne faut pas brusquer. Moi, je n'ai pas voulu l'écouter, donc je suis tombée enceinte au bout d'1 mois. Ça s'est fini par une fausse couche, donc j'étais un petit peu déboussolée. Là, c'était parti. Le corps était régénéré. Le corps était régénéré. Tout était à sa place. Tous les organes s'étaient réénergisés, avaient repris une bonne fréquence, s'étaient remis sur la fréquence de son cœur, sur la fréquence de son être. Donc j'ai continué et puis au bout de 10 mois, je suis tombée enceinte. Comme elle me l'avait prédit, et puis aujourd'hui j'ai un petit garçon qui a 19 mois, qui se porte très très bien. Les médecins, son médecin lui avait conseillé d'être très prudente, de faire attention, que ça allait peut-être être un bébé très, très fragile, très fin, pas en très bonne santé. Et c'est un très beau gros bébé, plein de santé, plein de vie. Généralement, chose qui est bizarre et qui est assez étonnante, tous les bébés que j'ai pu, grâce à mes aides, aider à mettre au monde, comparé à leur mère ou autre, ils ont tous un visage angélique. On a tous l'impression que c'est des chérubins. On me dit, quand on me donne les photos, quand on m'amène les enfants ensuite pour les traiter, puisque les parents ensuite veulent que je sois leur naturopathe, puisque j'ai une formation de naturopathe, ils ont tous cette odeur de sainteté. Cette odeur de « on a mis la main dessus ». Et cette jeune femme, Dina, elle lui manquait dans ses fréquences, dans son champ vibratoire, il lui manquait ce petit être pour la combler, elle et son époux, dans sa vie terrestre. Et on lui a fait un beau cadeau de là-haut. D'ailleurs, elle lui disait que c'était son cadeau, c'était son plus beau cadeau. Par rapport aux étiquettes qu'on met à certaines guérisseuses ou guérisseurs sur le fait qu'elle peut enlever les eczémas, qu'elle peut enlever les verrues ou autres, il me semble, et c'est là ce qui est le plus important par rapport à la formation et à l'instruction et à la passation de messages, c'est qu'à partir du moment où on se connecte à une certaine fréquence, on peut tout faire. Le fait d'être médium, guérisseuse médium, pour certains peut être un plus,
Mais pour moi, c'est normal. À partir du moment où on se connecte à des choses bien précises, à des éléments bien précis, automatiquement, on a une ouverture. Automatiquement, on a un dialogue qui se crée avec le monde qui est parallèle. Je vois lors de mes ateliers, certaines personnes, j'accepte dans mes ateliers même les femmes au foyer qui ont des enfants, qui viennent justement pour pouvoir aider leurs enfants. Quand elles arrivent, elles ne sont ni médiums, ni guérisseuses, ni magnétiseuses, elles ne sont rien de tout cela. Elles arrivent, je leur apprends à se connecter à une certaine source, je leur apprends à se connecter déjà avec elles-mêmes, elles repartent de là, elles voient, elles entendent, elles ont un petit peu peur au départ, parce que ça intrigue et ça fait très peur, c'est sûr, d'entendre des voix et directement passer schizophrène, mais non du tout. Et en fait, elles arrivent à se connecter à une source. Dans l'enseignement que je leur donne, en une journée, on repart avec plein d'outils. Mais justement, il ne faut pas fermer. Il ne faut pas fermer les portes. Il faut vraiment ouvrir les portes. À la suite d'un voyage en Chine, je suis revenue avec une parasitose. Et je suis allée voir Lila, donc ça a duré vraiment très très longtemps. J'avais d'abord été voir un acupuncteur. Les choses étaient très très lentes. Et je suis allée voir Lila. Et j'avoue que les choses sont allées de mieux en mieux. Et voilà, ça y est, je suis guérie, je n'ai plus ce problème de parasite. Lila, elle a une grande compassion, un élan de générosité, un élan vers autrui, qui donne de la force. Et lorsqu'on va voir Lila, enfin je vais voir Lila, je ressors apaisée, guérie, quand c'est le cas. Et c'est une force pour les gens qui lui demandent son aide. Et cette force-là, elle nous aide à peut-être prendre conscience de nos propres possibilités. L'un de mes objectifs est de transmettre aux personnes ce dont j'ai hérité de mes parents, de mes dons. On peut très bien transmettre à des personnes, ou plutôt tous les guérisseurs ou tous les magnétiseurs que je connais vont pas vouloir transmettre leurs connaissances, leurs dons, leur façon de travailler, leur méthode d'enlever un eczéma, leur méthode de couper le feu, leur méthode d'enlever une verrue, de stopper la maladie. En ayant peur en fait de couper ce lien qu'ils ont créé avec cette prière particulière ou ce symbole particulier ou cette information qu'on leur a transmise du vivant ou du vivant au mort, à une personne qui est décédée. Je m'en rends compte moi depuis que je travaille avec mes patientes ou en donnant des cours, en donnant des ateliers ou en donnant des conférences, c'est plus je transmettais ce savoir, cette façon de travailler la matière, de cette façon de travailler avec les énergies, cette manière de parler aux fréquences du corps, de parler aux ondes, plus je la transmettais,
plus on me donnait d'autres méthodes, d'autres choses pour avancer dans mon travail. Le jour où j'ai transmis à une amie la méthode, la prière pour enlever les eczémas, non seulement elle, ça lui a permis d'enlever des eczémas, mais moi, ça m'a permis ensuite de pouvoir couper le feu. Donc lors d'ateliers, je propose à des personnes de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, ce qu'ils ont entre les mains. On a tous cette faculté de pouvoir magnétiser, de pouvoir transmettre une énergie d'un corps à un autre par l'intermédiaire d'un fluide énergétique qu'on peut prendre dans le cosmos, dans l'univers, ou selon les personnes, par la Terre ou par autre ou XY de façon, de pouvoir la transmettre par des prières, par des impositions des mains, juste en se connectant avec la personne. Je pense que si demain, le monde, les personnes pouvaient s'entraider, découvrir, se donner ces prières, je pense que demain, on pourrait se passer de gros et lourds traitements médicaux. On pourrait avoir des beaux champs pleins d'agriculture saine et pouvoir nourrir des peuples entiers. Ce qui serait formidable, c'est que la médecine, on va dire allopathique, puisse faire entrer dans leur cabinet la médecine, on va dire parallèle, on va dire la médecine énergétique, la médecine qui fait appel à des énergies, qui fait appel à des fréquences. Tout médicament peut être transmis du pharmacien au patient. On peut très bien transmettre d'une personne à une autre personne une prière qui pourra la guérir, qui pourra lui faire du bien. Chaque personne, chaque individu qui rentre dans mon cabinet repart avec des outils. C'est-à-dire que je vais lui transmettre individuellement une façon de s'auto-guérir, une façon d'aller mieux, une façon de servir sa santé, de servir sa force vitale, de faire en sorte que sa force vitale puisse revenir à un niveau normal, entre parenthèses. On va dire à un niveau de santé bonne, de bonne santé. Instruire les gens, c'est important dans mon monde. Pour moi, c'est essentiel de pouvoir pas être instructeur. Je ne cherche pas à devenir professeur ou à créer une école. Je souhaite juste que, autant quand un patient va voir son médecin généraliste, lui demande quelques renseignements sur la pathologie qu'il a, ou la manière dont elle va s'effacer, ou le temps qu'elle va prendre pour irradier le problème, le remède qu'il va lui donner, autant j'aimerais que tous les thérapeutes, énergéticiens entre parenthèses, puissent transmettre à leurs patients leurs méthodes, leurs techniques. Il faut faire prendre aux personnes, aux patients, conscience de ce qu'ils ont entre les mains. Ils ont pu s'auto-créer, on va dire, cette pathologie, ils peuvent s'auto-guérir. Chaque personne donne à la maladie non seulement un sens, mais une naissance. Avant de lui donner un sens, on lui donne une naissance. Donc on peut, à partir de là, faire comprendre aux personnes qu'ils peuvent aller en arrière, rectifier le tir et se remettre dans des bonnes conditions, dans des conditions de bonne santé. L'énergie s'apprend, l'énergie se transmet. Tout n'est que énergie, que ce soit le feu, que ce soit... Il y a 4 éléments, les 4 éléments sont des énergies qu'on peut transmettre, qu'on peut... Je vois lors de mes ateliers beaucoup de thérapeutes, de kinésithérapeutes, de médecins. Alors, lors de mon dernier atelier, il y a eu beaucoup de personnes qui souhaitaient, par leur métier actuel de médecin ou de kinésithérapeute ou d'ostéopathe, pas mélanger, mais apporter un plus à cette médecine qui pour eux est devenue un peu, pas bâtarde, mais qui est devenue un peu pas représentative de ce que eux ressentent. Parce qu'au fur et à mesure, les personnes ressentent les choses. On est dans une ère où on ressent les choses, où on est plus attentif aux fréquences, où on est plus attentif aux ondes, où on est plus attentif aux énergies. On est plus attentif à tout ce qui se passe autour, mais c'est le monde qui veut ça. On est en pleine crise, donc on cherche des remèdes. C'est ça qui est malheureux quelque part, c'est qu'on retourne vers la base, vers les choses naturelles qui existent depuis des siècles et des siècles, seulement quand on est en période de crise. Donc quelque part, à la limite,
comme autant la maladie a une cause, autant les énergies extérieures, quelles qu'elles soient financières au niveau des crises, qu'elles soient au niveau des crises personnelles, amoureuses, ou que ça soit n'importe quelle crise, peut être rectifiée si on arrive à utiliser les bonnes énergies et à remettre les bonnes fréquences.